Pardon, toutes mes excuses. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes avec Yakov Rabkin, qui est alors professeur. Vous avez plusieurs étiquettes. Vous êtes à la fois journaliste, universitaire, scientifique, chimiste. Est-ce que vous pouvez nous resituer un peu votre parcours, s'il vous plaît? Bon, je suis professeur émérite au département d'histoire à l'Université de Montréal, où j'enseigne depuis plus d'un demi-siècle, 73. Effectivement, j'ai fait des études de chimie dans ma jeunesse à l'université. Ensuite, j'ai fait l'histoire des sciences. Et plus tard, je me suis mis dans l'histoire juive contemporaine, et c'est dans ce domaine probablement que vous m'avez connu par mes publications, Oui. entretiens. Bien sûr, j'écris parfois des articles d'opinion ou d'analyse, mais je ne me considère pas du tout journaliste. D'accord, c'est ce qui apparaît sur les réseaux, notamment le fait que vous soyez historien et journaliste. C'est pour ça que je vous posais la question. Vous êtes né à Leningrad, donc vous avez une histoire contemporaine assez particulière à votre corps défendant. Vous avez un côté international ou internationaliste à votre corps défendant. Vous avez parlé d'une opposition juive au sionisme. Est-ce que vous pouvez définir cette notion qui est assez particulière? Bon, elle n'est pas particulière. C'est le livre, je suppose que vous faites référence au livre que j'ai publié en 2004. Oui. Qui s'appelle Au nom de la Torah, une histoire de l'opposition juive au sionisme. C'est un livre dont le lien, je peux vous pouvez le mettre dans l'enregistrement en bas. Oui. Qui effectivement a connu une certaine notoriété parce qu'il est disponible en 15 langues actuellement. Il s'agit de l'opposition de la part de juifs au projet politique du sionisme et à la réalité politique qui est le sionisme, l'idéologie fondatrice de l'État d'Israël. Et est-ce que ça rejoint, par exemple, les propos de Michel Sibony, qui est une grande voix porteuse, une grande voix juive française, porteuse de l'idée que, par exemple, le 7 octobre, c'était chez nos confrères de Blast, du site d'information Blast, que les victimes du 7 octobre 2023 étaient en fait des victimes collatérales, pour parler simplement, de la colonisation, et étaient considérés comme colons, et que ce n'étaient pas des gens qui ont été assassinés dans un acte et un attentat terroriste parce que juives. Est-ce que vous rejoignez ce point de vue ? Je crois qu'on a un peu dévié de votre question initiale. De quoi s'agit-il dans l'opposition juive au sionisme? Oui, bien entendu, il y a trois types d'opposition. Celle que vous venez de mentionner, probablement, est basée sur la notion des droits de l'homme. Et donc, Michel Sibony critique l'État d'Israël du point de vue des droits de l'homme. Donc, il y a effectivement un volet de l'opposition juive au sionisme, et je suppose qu'elle est juive, donc c'est pour ça que vous l'avez mentionné. Donc, il y a ce volet des gens qui dénoncent la colonisation de la Palestine par le projet sioniste qui a commencé donc, au long du XXe siècle. C'est un volet. Un autre volet important de l'opposition juive au sionisme, c'est les gens, les juifs qui ne se considèrent pas une nation à part. Ils se considèrent comme français, canadiens, américains, autres, russes. Donc, ils voient que dans la tentative de les diviser et de les rendre
distincte du reste de la nation, il voit, et avec raison à mon avis, des notes antisémites. Parce que les antisémites, depuis très longtemps, disaient « Vous, les Juifs, vous n'appartenez pas à la France, allez-vous-en en Palestine ». Donc ça, c'est le deuxième volet, très important. Quand les sionistes, Herzl et autres disaient « Voilà, nous allons créer un État », ces gens-là étaient contre, et notamment la déclaration de Balfour qui a donné au mouvement sioniste l'appui colonial britannique. Le seul membre du gouvernement britannique qui était juif, Montagu, était farouchement opposé à la déclaration de Balfour et accusait le gouvernement britannique d'antisémitisme. Donc, il faut comprendre, comme disait avec raison Theodor Herzl, le fondateur du mouvement sioniste, les antisémites seront nos meilleurs amis et les pays antisémites seront nos alliés. Donc vous voyez, c'est le deuxième volet de l'opposition. Le troisième volet, qui est probablement le plus durable, le plus fondamental, ça vient de juifs pratiquants, pieux, qu'on appelle ultra-orthodoxes parfois, dont la vision du retour à la Terre Sainte est complètement différente du projet sioniste. Ils disent que selon le Talmud, il est interdit de rentrer en masse en Palestine et encore moins utiliser des moyens militaires. Donc cette vision des opposants du sionisme, elle est remarquablement durable, comme je dis. Juste avant-hier, quelqu'un m'a envoyé un enregistrement d'une entrevue avec le rabbin Elhanan Beck. Et je le mentionne parce que j'avais interviewé son père. Donc, il y a plus de 20 ans, quand j'écrivais mon livre, j'ai interviewé son père qui nous parlait pas très bien l'anglais, donc on a dû fonctionner avec l'interprète yiddish. Son fils parle beaucoup mieux l'anglais, bon, pas encore Shakespeare, mais tout de même. Et donc il y a le troisième volet très important, et vous le voyez probablement plus parce que il y en a en Europe, à Anvers, à Londres, bien entendu à Jérusalem et à Bnei Brak, à Brooklyn aux États-Unis. Donc il y a des gens, à Montréal aussi par ailleurs, des gens qui sont farouchement opposés à la notion même de l'État d'Israël. Et donc certains brûlent le drapeau israélien, bon, etc. Ces gens-là sont probablement les plus médiatisés parce qu'ils s'habillent en noir et blanc, bon, ils ont tout un aspect ultra-orthodoxe, et effectivement, pour beaucoup de gens, c'est quelque chose d'inimaginable. Comment est-ce possible que le juif, aussi juif, s'oppose au sionisme? Alors, est-ce que vous pouvez juste nous préciser ça, parce que c'est très compliqué quand on ne connaît pas forcément cette règle-là. Comment est-ce qu'on peut expliquer que des juifs, justement, comme vous dites, qui se présentent comme orthodoxes, soient contre la création d'une nation comme Israël? Est-ce que vous pouvez juste nous l'expliquer simplement pour que les gens comprennent ce qui se passe dans ce débat entre la légitimité ou non d'un État d'Israël, en l'occurrence en terre de Palestine? Bon, la légitimité dépend de celui qui le définit. Donc, il n'y a pas de légitimité abstraite. Donc, la question que vous posez, elle n'est pas compliquée. Il faut se souvenir que le judaïsme, comme le christianisme, comme l'islam, fonctionne par communauté. Et effectivement, depuis
au moins depuis 2000 ans, depuis la destruction du temple de Jérusalem au 1er siècle, les Juifs s'identifient avec leur engagement envers la Torah, qui était, selon la tradition, donnée au mont Sinaï, etc., et essaient donc de vivre bien, dans le sens que faire du bien, améliorer le monde, dans l'espoir que viendrait le Messie qui va établir une harmonie totale dans le monde entier et comme projet dépendant de cette harmonie va faire entrer les Juifs en Terre Sainte. Mais en pleine harmonie, en pleine paix. Et donc, cette vision, cette identité juive était bien formulée, par exemple, par Saadia Gaon, un rabbin du Xe siècle, je ne me trompe pas, qui a dit « Nous sommes une Ummah », parce qu'il a utilisé le mot en arabe, qui est le même en hébreu, « Nous sommes une Ummah grâce aux préceptes de la Torah ». Ça veut dire que ce qu'on identifie, c'est l'engagement envers la Torah. Quand je dis l'engagement, je ne veux pas dire que tout le monde était pieux et pratiquant, etc., mais il s'identifie avec. Bien sûr, il y avait des transgresseurs, il y avait des gens qui prenaient leur liberté, ça c'est normal, mais en fait, leur identité était ce qu'on dirait aujourd'hui religieuse. Qui change à la fin du 19e siècle, c'est que les Juifs sont affectés par la sécularisation en Europe. Et il faut comprendre que le sionisme est un phénomène entièrement européen. Dans les années 30, dans un congrès sioniste, les Juifs de pays arabes ou de pays musulmans constituaient moins de 0,5%. Donc c'est vraiment minime, ridicule. Et donc ce projet européen a été nourri par le concept de État-nation, par le concept de nationalisme ethnique. Et là, vous voyez que les Juifs, ou certains Juifs plutôt, comme Herzl notamment, qui étaient éloignés de la tradition juive, qui n'étaient pas pratiquants, qui étaient libres penseurs, comme Jabotinsky, le fondateur du mouvement qui est aujourd'hui Likoud, c'était des gens très éloignés de la tradition juive, en fait opposés à celle-ci, parce qu'ils croyaient, comme Ben Gurion, le fondateur de l'État d'Israël, ils croyaient que le judaïsme, c'est le grand malheur du peuple juif. Donc vous voyez qu'on a transformé l'identité religieuse en une identité ethnique. Et donc, comme tous les peuples de l'Europe de l'Est, parce que c'est là où les choses se passaient, parce qu'ils sont tous de l'Europe de l'Est, centrale, il faut avoir un État. Comme nous sommes une nation, et donc il nous faut un État. Et l'endroit où finalement ils ont décidé d'avoir un État, c'est la Palestine. Pour toutes sortes de raisons historiques, mais ils avaient considéré l'Afrique de l'Est aussi, donc ça aurait été possible. Donc, c'est une longue réponse à votre question. Non, je vous en prie. C'est la transformation de l'identité religieuse en une identité ethnique nationale, un peu modelée selon les États ethniques de l'Europe de l'Est créés après le traité de Versailles. D'accord. Donc on est en 1922, je crois. Hein. Voilà. Donc c'est pour ça que les Britanniques qui ont appuyé ce projet colonial, ils ont appuyé pour leurs propres raisons. Ça veut dire ça n'a rien à voir avec l'histoire juive. Mais il faut mentionner aussi un facteur très important qui reste important jusqu'à aujourd'hui, parce que vous avez mentionné l'actualité, c'est les chrétiens sionistes. Parce que cette idée de réunir les Juifs en Palestine
a pris ses origines au XVIe siècle chez les protestants anglophones. Il y a tout un mouvement de sionisme chrétien qui fait son chemin, qui comprend des gens aussi importants comme Isaac Newton, donc c'était des gens sérieux, qui, et justement, récemment, je publie un autre livre beaucoup plus court que le premier que j'ai mentionné, qui s'appelle Sionisme en 101 citations. Et là, je cite justement les sionistes chrétiens qui étaient les premiers à avoir cette idée de réunir les Juifs. Les Juifs s'y sont joints à la fin du 19e. Et le rôle fondateur du sionisme chrétien est reflété jusqu'à nos jours dans les politiques des États-Unis, par exemple, où les sionistes chrétiens sont très importants politiquement. Et dans l'administration de Trump, ils sont très présents. Récemment, j'ai publié un article exactement sur ce sujet en anglais. Bon, la plupart de mes choses sont en anglais, mais les livres que je mentionnais sont en français. Quel rôle a joué l'Occident en général et l'Europe centrale en particulier, je pense notamment à la France et à l'Allemagne, quel rôle ont-ils joué dans cette culpabilité potentielle pour avoir déporté, pardon d'employer ce verbe, enfin, d'avoir déporté la problématique de l'installation d'un peuple juif en Palestine. Est-ce que vous pensez qu'il y a une question de culpabilité ou pas? Est-ce que ça vous semble central, ça? Non, ça ne me semble pas central. Effectivement, la justification de la fondation de l'État d'Israël, qui a été articulée après la Deuxième Guerre mondiale, même si le projet est bien plus ancien, donc il va du tournant du XXe siècle, mais le coût final pour la création de l'État était donné disons, après la Deuxième Guerre mondiale, après le génocide nazi. Et donc, comme disaient les politiciens, comme le représentant soviétique aux Nations Unies, Gromyko, entre autres, que les Juifs méritent d'avoir un État pour se protéger, etc. Donc il y avait un sentiment, peut-être pas de culpabilité, mais de responsabilité. Du côté, en fait, vous pouvez poser la question, et beaucoup le posent, pourquoi on n'a pas fondé cet État en Allemagne, qui tout de même, par exemple, dans ce cas-là, est vraiment coupable de génocide. Mais on a exporté en Palestine, et donc les Palestiniens qui étaient délogés, qui continuent à subir toutes sortes de persécutions, paient le prix qui en fait aurait dû payer l'Allemagne. Et donc, est-ce que vous jugez, pardon, je vous repose la question, mais est-ce que vous jugez qu'il y a une exportation, c'est le terme le plus juste que déportation, mais une exportation d'une culpabilité de la part des États européens qui ont à minima fermé les yeux sur ce qui s'est passé au moment de la Shoah? Je ne dirais pas c'est la culpabilité parce que effectivement l'Allemagne nazie n'était pas le seul pays à exterminer les populations occupées, pas seulement les Juifs, il y a beaucoup de Slaves, beaucoup d'autres. Effectivement, il y avait des collaborateurs de tout le pays qui avec joie, exterminaient les gens. Donc, c'est vraiment un phénomène européen qui reflète d'un côté l'antisémitisme dans le cas des Juifs, un certain racisme par rapport aux Slaves, même s'il ne s'agit pas de couleurs différentes, mais tout de même, jusque maintenant, je crois qu'on le ressent, que les Russes sont différents, ils ne sont pas européens, etc. Et donc, à mon avis, ce n'est pas une question de culpabilité des pays européens, mais c'est juste un fait historique que
on a, comme je dis, exporté ce problème en Palestine. Et en ce qui concerne la culpabilité particulière, bon, il faut voir que les pays européens comme la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et autres ont tout un passé colonial qu'en 1948, quand l'État d'Israël était créé, n'était pas encore un passé, c'était un présent colonial. Et donc, les Britanniques et les Français ont commis des crimes tout à fait comparables en Algérie, au Kenya, bon, etc. Sans mentionner le génocide allemand en Afrique de Nord-Ouest. Donc, il y a toute une histoire européenne de génocide. Oui, absolument. C'est la question coloniale et néocoloniale. Et justement, dans ce débat, dans ces rhétoriques et cette propagande néocoloniale, notamment en Israël, vient sur le tapis la question religieuse. Et notamment, alors, on dit assez régulièrement que la Bible n'est pas un cadastre et qu'on ne peut pas utiliser les écritures saintes présumées pour en faire un cadastre et en faire une règle. Est-ce que cette dimension, comment vous analysez cette dimension qui est voulue notamment par Netanyahou comme quelque chose de religieux, notamment avec la Judée-Samarie et compagnie, qui rebaptise du coup la Cisjordanie. Comment vous analysez cette volonté d'en faire une guerre de religion plutôt qu'une guerre, comme vous l'avez analysé, une guerre coloniale? Cette fois-ci, je vais être court parce que j'ai donné des réponses longues. Cette fois-ci, je vais citer un collègue. Vous avez le temps. Vous avez le temps. Je vais citer un collègue israélien qui a dit que la prétention des sionistes sur la Terre sainte est très simple. Dieu n'existe pas, il nous a promis cette terre. Donc vous voyez que les fondateurs de l'État d'Israël et de tout le projet colonial sioniste étaient des juifs agnostiques, athées, bon, en tout cas, n'étaient pas pratiquants au moins. Mais il faut aussi comprendre que c'est un projet révolutionnaire. Il voulait couper avec le passé, ou pour citer un texte, peut-être certains se souviennent, faire du passé la table rase. Donc, c'était ça l'idée, c'était pas pour préserver la tradition juive, c'est au contraire pour se libérer de la tradition juive et créer l'homme nouveau, l'homme fort. Et donc, sur ce plan-là, le projet n'avait rien à voir avec la religion. Il y a tout un mouvement qui commence à se cristalliser d'une façon importante après la guerre de 6 jours, ça va après 1967. Ce qu'on appelle en hébreu Dati Leumi, que je traduis comme national judaïsme. Là, on voit effectivement, on rejoint le projet sioniste et la pratique rituelle judaïque. Et donc, vous avez des gens qui étaient auparavant assez marginaux dans la société israélienne, qui maintenant jouent un rôle très important dans le gouvernement d'Israël et dans la société israélienne, qui grimpe les échelons du pouvoir, y compris l'armée, etc. Et donc, le national-judaïsme, c'est un phénomène du XXe siècle, c'est clair, qui est assez puissant, même si il y a moins de 15% des Israéliens qui adhèrent. Donc, c'est pas énorme, mais ils sont très motivés. Et eux, ils croient vraiment que l'occupation de toutes les terres de la Cisjordanie est un commandement de Dieu. Ces gens-là, et leurs jeunes aussi, sont prêts à faire beaucoup d'efforts pour coloniser ces terres. Et pas seulement cela, disons, en adoptant le budget de l'État avant-hier ou hier en Israël, un des ministres a dit « Nous sommes en train ce budget nous permettra de démanteler le Moyen-Orient et de le former à notre goût. »
Donc, ce n'est pas juste la Cisjordanie. Il s'agit en fait de démanteler le Moyen-Orient et la guerre contre l'Iran le montre. Hum. Alors, c'était notamment, alors, il y a plusieurs intervenants de confession ou de culture ou d'origine juive français. Notamment, je pense à Ronnie Broman, qui expliquait que la politique de Netanyahou, donc Ronnie Broman, l'ancien responsable de Médecins sans frontières, expliquait que lui qui a vécu, je crois qu'il est né d'ailleurs en Israël, enfin qui a vécu en tout cas en Israël, il expliquait que la politique de Netanyahou mettait en danger les Juifs du monde entier, notamment en Occident. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Bon, c'est évident, en fait, à mon avis. En fait, c'est ce que disaient les rabbins qui étaient opposés au projet sioniste à tout début. Ils disaient, ce projet c'est un piège mortel pour les Juifs. Mm-hmm. Et pas seulement pour ceux qui y adhèrent, mais pour ceux qui n'y adhèrent pas et qui se trouvent à l'extérieur. Mm. Donc, en ce qui concerne les Juifs qui habitent Israël actuellement, inutile de dire de passer les jours dans les refuges. Mm-hmm. Ça ne fait pas de l'État d'Israël l'endroit le plus sûr pour les Juifs. Mm. C'est le moindre qu'on peut dire. Mais même les Juifs qui n'ont rien à voir et qui sont même opposés au projet sioniste, comme les ultra-orthodoxes que je mentionnais auparavant, ils sont les Juifs les plus visibles. Et donc ceux qui sont outrés par les politiques d'Israël, par le génocide à Gaza, etc., ne trouvent rien de mieux que s'attaquer à ces gens-là, parce qu'ils sont plus visibles et donc vous avez des voitures de police devant les synagogues, devant les écoles juives, parce que ce que fait Israël, tout en disant qu'il le fait au nom des Juifs, ça c'est très important. D'un côté, l'État d'Israël implique les Juifs du monde entier dans ce qu'il fait, mais il faut dire beaucoup de Juifs à l'extérieur d'Israël s'identifient et appuient les politiques d'Israël. Ça ne justifie pas la violence, mais ça les implique dans ce projet. Et donc, au moins, il faut reconnaître la responsabilité, pas la culpabilité, mais la responsabilité. Ceux qui appuient ce projet. Bien sûr. Est-ce que vous qualifieriez d'instrumentalisation le fait d'amalgamer la religion à la question coloniale? Bon, ça a été fait depuis le début. Les Espagnols qui ont occupé les Amériques clairement avaient un projet religieux. Donc la religion a toujours servi aux fins du colonialisme. Alors, c'était pas tant ma question, excusez-moi. Je veux dire, est-ce que vous pensez que c'est un argument fallacieux d'utiliser la religion pour justifier le colonialisme, le néocolonialisme en l'occurrence? Bon, je ne veux pas juger parce que pour moi, judaïsme veut dire une chose. Mm-hmm. Pour les adeptes du national-judaïsme, c'est quelque chose de différent. Donc, pour moi, c'est une religion, c'est un mode de vie qui privilégie l'harmonie, qui privilégie l'amélioration du monde, etc. Mm-hmm. Pour eux, c'est un projet très différent. On en a parlé tout à l'heure. Mm-hmm. Les deux s'appellent judaïsme actuellement. Le leur s'appelle Dati Leumi, c'est national-judaïsme. C'est en fait, vous savez, certains disaient que dans le national-socialisme, il y avait très peu de socialisme. Moi, je peux dire que dans le national-judaïsme, peut-être il n'y en a pas beaucoup de judaïsme traditionnel. Et en fait, j'ai des amis en Israël qui sont des gens pratiquants et sérieux et qui appartiennent à ce mouvement, qui habitent dans les territoires occupés, et qui disent, écoutez, il faut arrêter de prétendre que notre judaïsme est le même comme il était toujours. Nous avons un judaïsme, nous avons la Torah de Eretz Israël, la Torah de la terre d'Israël.
Donc, c'est une autre chose. Et moi, je trouve que c'est honnête de dire que dans les conditions différentes de la souveraineté de certains nombres de Juifs sur la terre d'Israël, il se crée une société nouvelle, il se crée une religion nouvelle. Moi, je n'ai pas de problème avec. Le judaïsme a donné naissance à toutes sortes de religions, vous le savez. Là aussi, à mon avis, on est en train de voir la cristallisation d'une nouvelle religion. Et ce n'est pas moi qui va condamner ou toute autre chose, mais en fait, c'est un judaïsme très différent. National-judaïsme, c'est quelque chose de très différent. Et pour les opposants ultra-orthodoxes du sionisme et de l'État d'Israël, eux disent que c'est une perversion du judaïsme. Bon, je les comprends. Et est-ce que ça ne vient pas aussi parce qu'il y a la question qui revient très souvent, c'est la question de l'impunité. C'est-à-dire que, en gros, Israël peut faire ce qu'elle veut. Elle peut bombarder le sud Liban, elle peut faire déplacer des populations entières. Est-ce que cette impunité ne vient pas… Pardon, je reviens sur cette question qui me semble un peu importante quand même pour nos consoeurs, nos confrères de culture ou de confession juive. Est-ce que ça ne vient pas alimenter l'antisémitisme, d'après vous? Bien entendu, je l'ai dit déjà. Mais l'impunité, donc, ce n'est pas l'impunité, ce sont les actes qui causent toutes sortes. Les actes qui ne sont pas punis. Il y a une forme d'impunité quand même, non? Oui, mais l'impunité vient du positionnement politique de l'État d'Israël. Positionnement politique qui assure l'impunité de la part des États-Unis et de la part de beaucoup de pays européens. Je dis beaucoup parce que l'Espagne, par exemple, ou l'Irlande ont pris des positions très différentes. Et je crois qu'ils ne sont pas les derniers. Donc, il y a un réveil en Europe, à mon avis, en ce qui concerne le comportement de l'État d'Israël et avec l'affaiblissement des liens transatlantiques qu'on observe actuellement entre les États-Unis et les membres européens de l'OTAN, on peut s'attendre que les pays européens vont prendre une position très différente. Mais même aux États-Unis, il faut dire que l'impunité d'Israël pose des questions. Et dans le contexte actuel, vous le savez bien, beaucoup d'Américains disent que c'est une guerre que les États-Unis mènent au nom d'Israël, qu'il n'y a aucun intérêt national américain dans cette guerre. Non. Et ceci provoque, bien entendu, une réaction pour l'instant anti-israélienne. En fait, déjà la population américaine appuie les Palestiniens plus que les Israéliens. Ça, c'est la première fois dans l'histoire. En Europe, c'est le fait depuis longtemps. Et donc, l'impunité d'Israël souffre d'un déficit démocratique. Les gouvernements allemands, français, américains assurent cette impunité, leur population ne l'appuie pas. Oui, c'est vrai, mais en même temps, voilà, quel poids a entre deux élections la population, notamment américaine, c'est un petit peu compliqué. On l'a vu avec les manifestations qui, voilà, ont le poids qu'elles ont. C'est assez, me semble-t-il, assez symbolique. Et je voudrais, avant qu'on se quitte, cher professeur, je voudrais que vous réagissiez à ce qui s'est passé très récemment, à savoir la fameuse décision de la Knesset sur la peine de mort qui serait, parce que ce n'est pas écrit noir sur blanc comme tel, mais qui serait réservée aux soi-disant terroristes palestiniens. Et est-ce que ce retour de la peine de mort, alors que ça remonte, je crois, à Eichmann, hein, je crois que c'est le dernier qui a été condamné à mort en Israël. Et qu'est-ce que ça vous évoque, je reviens à la question de l'impunité, qu'est-ce que ça vous évoque, ce retour à la peine de mort pour une partie de la population en Israël? Bon, pour moi, c'est une suite logique de tout un système de discrimination
sur lequel est basé l'État d'Israël. Ça, il faut le comprendre. C'est l'État du peuple juif, comme dit la loi de 2018, adoptée par la Knesset. Donc, le peuple juif, qu'il soit en France, au Canada, aux États-Unis, c'est au nom de ces juifs-là que l'État d'Israël agit. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième, effectivement, c'est un autre pas vers l'officialisation de la discrimination qui est fondatrice pour l'État d'Israël. Justement, je répète, parce qu'il y en a beaucoup qui disent non, l'État d'Israël était gentil, le kibbutz, etc. Mais non, il était basé sur le nationalisme ethnique qui, que ce soit en Europe de l'Est, que ce soit en Israël, a tendance de virer vers le fascisme. Et donc, la peine de mort, on ne peut pas dire que Israël est pire que les autres. En fait, d'une certaine façon, c'est meilleur parce que les États-Unis pratiquent la peine de mort depuis très longtemps. Donc, c'est pas pire que les autres, mais ça fait partie de ce système de discrimination, de deux poids, deux mesures, comme les habitants de Cisjordanie, s'ils sont citoyens israéliens, il y a un système de justice qui s'applique à eux, et un autre qui s'applique aux Palestiniens. Mais tout cela, je répète, est fondateur. C'est quelque chose de structurel. Et donc, personnellement, je ne suis pas choqué par cette nouvelle loi. D'accord, sauf qu'elle aura des conséquences. Je pense par exemple à l'avocat franco-palestinien Salah Hamouri, qui pourrait... Ah, on a eu une coupure, je suis désolé, on a eu une petite coupure qui sera corrigée. Je pense notamment à Salah Hamouri, qui avait dû plaider coupable dans une accusation de tentative d'assassinat d'un rabbin, si mes souvenirs sont bons. Il pourrait tomber sous le coup de cette loi, enfin il pourrait tomber sous le coup d'être pendu parce qu'il a été reconnu comme terroriste palestinien. C'est quand même, enfin, c'est quelque chose de gravissime en termes de liberté fondamentale. Bon, on ne parle pas de liberté fondamentale. Il s'agit d'un système de nationalisme ethnique sur lequel est basé Israël. Oui, je parle à minima, évidemment. Je ne connais pas ce cas, donc je ne peux pas commenter, mais ce que je peux dire, que il y a eu beaucoup de cas où des soldats israéliens ou les policiers israéliens ont abattu tout simplement les Palestiniens qui étaient désarmés par terre, sans parler de milliers d'enfants et de femmes qu'Israël a exterminés à Gaza. Donc, comparé à tout cela, cette nouvelle loi n'ajoute pas grand-chose. Bon, c'est une suite logique. Je vous remercie infiniment, cher professeur. Alors, je m'excuse, j'avais écorché votre patronyme et je m'en excuse platement. Je vous remercie infiniment. Si vous voulez si vous voulez avoir le mot de la fin, je vous laisse évidemment la parole. Le souhaitez-vous ? Oui, je peux dire en fait que pour ceux qui s'intéressent à l'État d'Israël, aux Palestiniens, c'est important de savoir distinguer différents concepts, juifs et sionistes, judaïsme et sionisme, l'État d'Israël et les communautés juives qui existent près d'eux. Donc, ce sont des distinctions très importantes et dans les liens que vous allez placer donc à côté de ce programme, je vais mentionner certains de mes écrits qui notamment aident à comprendre et de rendre cette réalité moins complexe. Absolument, c'est la raison pour laquelle nous avions tenu à vous avoir. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une bonne journée puisque vous êtes au Québec, une bonne fin de journée et j'espère avoir le plaisir de vous retrouver prochainement pour suivre votre actualité. Merci infiniment. Merci à vous.
bon, là vous allez couper. Où dois. Allô?